Le streaming avec les nouveaux poseurs, ces clients qui font paniquer Netflix et Disney+. J'en avais déjà parlé et c'était un conseil que j'avais donné parce qu'on me disait oui mais c'est facile, toi tu peux bien gagner ta vie mais pour ceux qui en chient, c'est compliqué de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et je posais la question très humblement, combien d'abonnements avez-vous qui ne sont pas d'ordre vital? Et souvent on pouvait me répondre j'ai Spotify et Netflix. Ok, ensuite je peux avoir Canal+. Ok, voilà. Déjà, si tu fais un choix, on va te dire que pendant un mois, tu préfères écouter de la musique sans publicité. Pendant un autre mois, tu préfères avoir Netflix parce que tu as envie de te mater quelques séries et que tu as plus de temps dans ton travail. Et qu'un autre mois, tu préfères regarder parce que c'est une saison très chargée pour le football. Aujourd'hui, c'est une première façon de pouvoir économiser de temps en temps. Et c'était une bonne manière aujourd'hui de se dire si tu fais le calcul, 20 € économisés par mois, ça fait 200 € par an, ça fait 2000 au bout de 10 ans, ça fait 4000 au bout de 20 ans, 4000 € placés à 6-7% par an pendant 20 ans, ça peut réellement porter ses fruits en fait. Et on s'en rend vraiment pas compte qu'aujourd'hui, l'investissement, en tout cas, c'est le premier secret, c'est la patience. C'est pas les coups que tu vas faire parce que plus tu essaies de prendre de risques, plus tu as de chances de perdre aussi. Et de gagner, mais aussi de perdre. Plus tu es patient, plus tu as de chances de devenir Warren Buffett dans 80 ans quand tu détiens des actions pendant très longtemps. Et moi-même, j'ai pu en faire l'expérience entre détenir des actions qui font des hauts et des bas pendant 10 ans versus détenir une action pendant un mois et te dire « Ah putain, elle tombe un peu, je la revends, machin et tout ça ». Non, si tu es là pour supporter des entreprises, même 20 balles par mois aujourd'hui, on parle à chaque fois de Trade Republic parce que je suis ambassadeur Trade Republic, ça a vraiment un impact significatif. Et pour cette raison, on avait parler de faire des pauses sur ces abonnements qui ne sont pas d'ordre vital. Et je précise quand même que nos grands-parents ont très bien vécu et ils n'avaient pas non plus l'air d'être si chiants que ça quand ils te racontent leurs histoires. Il y avait que des livres. Voilà, donc c'est pas grave si ce mois-là tu continues pas ta série Netflix et que tu la regardes le mois prochain. Je vais pas arranger le cas de Netflix et de Disney+ en disant ça. Un nouveau type de client donne des sueurs froides à Netflix et Disney+ et leurs rivaux, les poseurs. Derrière ce terme se cache une notion assez simple, les abonnés mettent en pause leur souscription avant de revenir plus tard lorsqu'un nouveau contenu les intéresse. Une étude récente met justement en lumière cette tendance de plus en plus marquée. Les analyses de la société Antenna ont ainsi relevé un chiffre assez impressionnant aux États-Unis. Le pourcentage médian mensuel de clients SVOD qui ont rejoint le même service qu'ils avaient précédemment quitté au cours de l'année précédente s'élève à 34,2% au cours de 9 premiers mois de l'année 2024, contre seulement 29,8% en 2022. En synthèse, derrière ces chiffres, en 2022, il y avait beaucoup moins de personnes qui prenaient le temps de mettre leur abonnement en pause. On est passé de 29% à 34%. Dans le même temps, le taux d'annulation des clients a augmenté cette année et se situe à 5,2% en août. Alors, il y a déjà une raison très simple à ça. La concurrence. Quand aujourd'hui, tu as je ne sais pas combien d'abonnements disponibles sur le marché, effectivement, il y a plus de chances de voir annuler un abonnement si tu es venu sur Netflix uniquement pour regarder Casa de Papel. Forcément, une fois que tu n'as plus Casa de Papel, tu vas peut-être aller regarder la prochaine série sur Disney+. Et je trouve ça super sain. D'un autre côté, je comprends le business de Netflix, de Disney+, de toutes ces plateformes qui disent mais nous, pour être rentable, les gars, on n'est pas rentable. Si tout le monde vient voir que la série pendant un mois, nous, on est rentable parce qu'on va se dire que grâce à tous les efforts qu'on fait et à toute la plateforme qu'on a, on va pouvoir tenir les clients en moyenne 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, il faudrait que chaque client qui s'abonne dépense, c'est vraiment des suppositions, ok, mais c'est un peu comme ça que fonctionne le business. C'est ce qu'on appelle un forecast, un prévisionnel dans le business. Quand tu es une boîte, tu te dis, moi, ma boîte va être rentable à partir du moment où un utilisateur aura dépensé au moins 500 €. Et ils le disent pas comme ça, ils disent, on sera rentable du moment qu'un utilisateur est resté abonné pendant 2 ans, imaginons. Ok ? C'est exactement la même chose que pour les salles de sport. Les salles de sport aujourd'hui sont rentables uniquement parce qu'il y a des gens qui sont abonnés et qui n'y vont pas. Si tous les abonnés des salles de sport devaient aller à la salle de sport demain matin à 9 h, il y aurait un sacré problème. Il n'y aurait pas une économie d'échelle. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, des salles de sport coûtent que dalle parce qu'elles sont tellement énormes et qu'il y a tellement de gens qui sont abonnés qu'à la fin, quand il va, il n'y a jamais grand monde. Mais en fait, la salle est tellement immense et vu qu'elle est ouverte 24/24, 7 jours sur 7, forcément, il y a un taux de rentabilité beaucoup plus important. Donc, je pense que c'est vraiment important. Moi, j'aime bien ce sujet parce que c'est vraiment le premier truc que je dis, c'est pour t'enrichir, il faut comprendre l'argent. Pour comprendre l'argent, il faut comprendre ce que tu dépenses, pour comprendre la valeur de ce que tu dépenses. Et
pour la comprendre, bah, il faut arrêter de vouloir faire l'aveugle. Donc, tu prends un tout petit tableau ou même une note, tu te notes exactement toutes les dépenses que tu vas dépenser chaque mois, et à l'intérieur de ça, tu te fais 3 catégories. Tu te fais une catégorie indispensable. Je suis dans une merde noire si demain je dépense plus cet argent. Exemple, crédit de la voiture. Logique, ça rentre dans des frais fixes qui sont inévitables pour pouvoir aller au travail. Si tu es en Porsche 911 et que tu as besoin de thunes, bah peut-être qu'il faut que tu passes dans une catégorie du dessous, mais tu as compris. La deuxième catégorie, c'est quelles sont les choses que je pourrais mettre sur pause de temps en temps ou qui ne sont pas forcément primordiales dans ma vie, mais qui me font plaisir. Un abonnement, par exemple, j'en sais rien, un abonnement au cinéma. Bon, bah ça, c'est un plaisir. C'est pas vital si vraiment tu as besoin de thunes, mais c'est un plaisir d'aller au cinéma. Le troisième, c'est quels sont les trucs, déjà, que j'ai pas utilisés dans les 3 derniers mois. Ça, il y a peut-être un problème à te poser. Et ensuite, c'est quels sont les trucs dont je pourrais me passer, ou en tout cas que je pourrais mettre sur pause une fois sur deux, parce que là, pour le coup, j'en ai pas vraiment besoin. Et vraiment, ça fait partie des premières questions à se poser et que je m'étais moi-même posé à plein de moments différents, parce que je m'étais dit, les moments où tu gagnes mieux ta vie, tu as tendance à pouvoir dépenser plus. Donc tu te dis, putain, c'est super. Et en fait, tu comprends que tu as mieux gagné ta vie à certaines périodes parce qu'aussi tu as dépendu de ton marché qui est peut-être porteur. Donc ton marché allait plus vite à ce moment-là et ta reward mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester comme ça pendant 10 ans. Donc en fait, quand tu te poses ces questions-là, ça permet à la fin de comprendre une chose, c'est que tu deviens riche quand ton niveau de vie est stable et que tu ne le bouges pas à chaque fois que tu augmentes ta source de revenus. Et surtout, tu t'enrichis plus vite quand tu investis plus. Et pour investir plus, il faut dépenser moins. Et je suis pas en train de dire, vivez dans une cave, ne sortez plus de chez vous. En tout cas, ça les fait flipper. Pour les services de streaming, ce phénomène appelle une réaction immédiate. Il faut en effet proposer en permanence des séries ou des films qui vont inciter des clients à rester ou à revenir, ou alors faire des offres moins chères sur le long terme. Cela fait d'ailleurs assez longtemps qu'ils opèrent ainsi avec des produits d'appel réguliers tous les mois. Ces résultats sont d'ailleurs à observer avec prudence, car pour toutes les plateformes, elles ne sont pas logées à la même enseigne. Antenna a en effet repéré que 31% des abonnés américains de Max, la plateforme Max, ont été abonnés 2 fois ou plus. Il en va de même pour Apple TV+, 29%, cela suggère des départs et des retours réguliers de la part des utilisateurs. A l'inverse, Netflix est le service qui a la plus grande part des clients qui ne se sont abonnés qu'une seule fois. En clair, cette offre leur sert de base et ils s'abonnent et se désabonnent des autres plateformes selon les contenus proposés. Donc pour l'instant, Netflix a l'air d'avoir le catalogue le plus qui donne le plus confiance au marché. Un exemple typique de poseur nous est donné par le Wall Street Journal. Une retraitée affirme ainsi payer Netflix régulièrement et obtenir Amazon Prime Video pour ses commandes chez le géant du e-commerce. Fan de la série Only Murders in the Buildings, très bien d'ailleurs, faut que vous puissiez la voir. Donc ça c'est intéressant, c'était une retraitée voilà, qui payait Netflix régulièrement et qui obtenait Amazon Prime Video pour ses commandes en même temps. Et pour approfondir, donc il y avait un autre article sur Presse Citron qui nous recommandait. Vous mettez-vous sur pause ou pas du tout vos abonnements, en vrai? Moi il y a un truc que je fais, c'est que je demande des choses que les autres n'osent souvent pas demander. Exemple typique, chaque fin d'année, je demande aux banques les relevés de tous les frais prélevés dans l'année. Elles sont obligées de le faire maintenant, c'est une loi. Et parmi ces frais-là, je leur demande « Ah ok, je comprends, je ne pensais pas en avoir autant que ça. Pensez-vous pouvoir faire un effort pour l'année prochaine? Je suis un client fidèle. » Je demande. Et chaque année, j'ai au moins 50% de l'addition qui m'est redistribuée sur mon compte courant. Voilà, juste parce que tu ouvres ta gueule. Il m'arrive de faire le radin avec American Express aussi, j'avoue. American Express, de temps en temps, j'appelle, enfin une fois dans l'année. Et je dis oui, bon, avant de me réabonner l'année prochaine, vous pouvez peut-être faire un geste commercial et tout ça. Et la dernière fois, donc j'ai quand même 2 cartes, j'ai une carte Platinum en perso et une carte Platinum en pro. Et j'ai eu genre 100 000 miles gratos, un truc comme ça. Ce qui est quand même pas négligeable. 100 000 miles, tu peux quand même avoir des trucs intéressants, ou en tout cas des prix après chez Air France, par exemple. Donc voilà, c'est typiquement, moi je suis le genre de casse-couille. Par contre, je suis un bon client. Je paye chaque année et je ne me désabonne pas. Donc il y a 2 façons de voir les choses. Soit tu demandes gentiment, si on peut faire un geste, soit tu fais le rat crevé et tu mets pause souvent. Voilà. Dans les abonnements que tu nous offres, ça marche aussi un mois avec ta Porsche. Non, ça sera pas le même prix. Bien joué. J'aime bien, t'as essayé, tu demandes.
demande de mettre l'assurance de la moto en pause en hiver. Oui, complètement. Vous pouvez le faire aussi avec les assurances des voitures. Ça s'appelle véhicule mort. Vous demandez à votre assureur de mettre en pause votre assurance. La plupart du temps, toutes les clauses le permettent. Vous mettez, par exemple, vous partez un mois en vacances, vous mettez votre véhicule en véhicule mort. C'est simplement un avenant au contrat. Ils vont vous renvoyer un contrat, vous le signez. Pendant un mois, vous allez payer mais 3 fois moins. Et le mois d'après, vous repérez la même chose et il faudra juste renotifier l'assurance pour dire je vais réutiliser le véhicule. Moi, c'est ce que j'ai fait, pour exemple, avec une moto que j'utilise très peu. Et voilà, et ça, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de payer des choses qu'on ne consomme pas. Et encore une fois, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais ça prend beaucoup de temps, machin et tout. » Arrête, j'ai fait un événement Google qui dure 2 heures dans l'année. En général, il tombe début janvier, quand tout le monde est rentré de vacances, de Noël et tout ça. Autour du 10 janvier, j'ai mon abonnement. Pendant 2 heures, j'appelle les 2-3 personnes, machin. J'ai mes mails prévus avec ChatGPT. En 2 heures, l'année dernière, je crois que j'avais... Honnêtement, sur l'ensemble des frais, sur tout ce que j'avais gagné, j'avais presque gagné plus de 1500 €. Mais parce que ça part super vite en fait en un an. Tous les frais que tu peux avoir entre les assurances, de la maison, internet et tout ce que tu as, franchement, ça marche beaucoup, vraiment. Oui, avec tous les contrats, oui. La plupart des contrats automobiles, moto, ça s'appelle mettre le véhicule mort. Et c'est ce que tu fais par exemple quand tu vends ton véhicule pour qu'il continue d'être assuré même s'il est dans un garage. Tu es obligé d'assurer un véhicule de toute façon qui est immatriculé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis content de vous donner des petites astuces comme ça. Ça marche bien. Mais en vrai, c'est comme ça que il faut pas être obsédé par le fait de ne pas dépenser d'argent, sinon ça devient une maladie, c'est horrible. Mais juste, putain, c'est compliqué d'en gagner, quoi. Genre, faut le respecter un peu, quoi.